Le tableau des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions de football s'affiche bien complet après le verdict des barrages aller-retour. L'équivalent des 16e de finale qui épargnait les 8 meilleures formations de la saison régulière. Le roi d'Europe est bien in. Manchester City est out. Décryptage total de cette finale avant l'heure remportée par le Real, redevenu comme souvent favori aux côtés de Liverpool et du FC Barcelone. C'est le débat dans la première partie avec une fenêtre sur la Ligue Europa qui, comme la C1, sera située sur les affiches des huitièmes au cours d'une cérémonie de tirage ce vendredi à Nyon, en Suisse. La deuxième partie s'intéresse à deux championnats, la Première Ligue et la Liga espagnole. L'étau se resserre-t-il sur Liverpool, moins flamboyant dans le royaume? Question aux spécialistes. Les auditeurs auront aussi la parole pour épiloguer sur certains sujets comme la prise de pouvoir du FC Barcelone en Liga espagnole. Bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien le rendez-vous du foot européen sur votre radio Sport FM. Plateau foot Europe, mise en onde Théo à Javon. Je suis bien Latifi Rouma. Voilà, avec la vidéo, comme souvent, et l'homme à devant, les spécialistes, pas au complet aujourd'hui, c'est assez bizarre. Franck Nouyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Dela, bonjour Vicente, bonjour Elom, thank God it's Friday. Voilà, avec une chemise inhabituelle, Franck. Ah bon Ouais. Voilà. Avec bien designé. Oh, voilà. Merci. Ouais. Bien joli. Merci beaucoup. Vicente, vous l'avez vu, non? Après tout, c'est l'émir. C'est l'émir, voilà. Le chef nous a déjà habitués à cette élégance excellentissime, donc c'est tout simplement logique et normal logique. De nous c'est gratifier encore, effectivement, voilà. De nous gratifier encore de ces vestimentaires au lendemain d'une qualification du Bayern Munich. Le rapport est bien là. D'accord. Oui, parce que c'est bizarre, c'est vendredi, d'accord. Mais Delano, c'est dans une tenue inhabituelle. Voilà. Avec des tons par-ci, des tons par-là. Je n'ai pas dit des tons, mais des tons par-ci, des tons par-là. Delano, bonjour. Il faut se frotter aux étoiles pour devenir luciole. Vous comprenez un peu, vous faites la compagnie d'un émir, vous devez bien saper. Raison pour laquelle ce matin aussi j'ai voulu être... On va faire un clin d'œil à votre brodeur. C'est une jolie dame. C'est une jolie dame. Je m'en doutais. Bonjour à elle, quelque part sur la terre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça s'apparente à la Tour Eiffel, peut-être. Paris Saint-Germain aussi vient là. Et puis l'homme à devant, il a choisi de faire honneur à Sport FM. Aujourd'hui, c'est l'homme à devant. Bon, c'est l'homme à devant la caméra. Attention. C'est l'émotion. L'émotion, c'est l'émotion. Bon, on est dans une même chemise aujourd'hui, donc Sport FM, donc il n'y a pas de souci. Oui, donc au carré, bien affiché. Donc salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Roméo, curieusement, est absent, curieusement. Bon, voilà, Noël, logiquement, n'est pas là. Roméo ne veut pas venir féliciter Ancelotti. Noël, logiquement, n'est pas là. Voilà. Pris ce matin, Noël de Souza. Bonjour à toi. Alors, on va commencer forcément par la Ligue européenne des champions. Quand ce hymne résonne, c'est bien pour plusieurs équipes, mais particulièrement une. On dit quand ce hymne résonne, Vicente, le Real n'a plus d'égal quand on chante, quand on fait résonner l'hymne de la Ligue européenne des champions du football. Surtout quand on sait que le Real est dos au mur. Depuis le début de cette compétition, on a quand même senti une certaine nonchalance du côté de la Maison Blanche. Mais il faut dire que là où le Real était dos au mur, c'est-à-dire grappiller forcément des points pour se qualifier pour les barrages et ensuite faire face à cette équipe de Manchester City, le Real a dû tout simplement montrer un autre niveau. Et particulièrement concernant ce match-là face à Manchester City en aller-retour, on a quand même vu un autre Real, un Real des grands soirs de Ligue des Champions, une équipe du Real carrément différente de ce qu'on a vu durant cette saison.
Et je pense que, comme vous l'avez dit... Ça vous étonne? Nous sommes en février. Oui, non. Real, souvent, effectivement, ça commence à jouer en février. Kylian l'avait dit dans son interview, et je rappelle à Elom que voilà, l'interview de Kylian n'était quand même C'était pas une information. Il a dit la preuve en février, on savait que le Real, c'est quand même un moteur diesel. Il fonctionne en moteur diesel et qu'en février, surtout en deuxième moitié de saison, le Real se montre beaucoup plus supérieur par rapport aux autres équipes. Et c'est ce qui a été fait maintenant. Il faut quand même relativiser aussi que ce n'était pas une équipe aussi performante de Manchester City en face. Je pense même que c'est la pire... c'est le pire Manchester City auquel le Real a fait face, surtout ces 5 dernières années, puisque on sait que durant ces 3 dernières années, ce sont quand même 2 équipes qui sont devenues tout simplement des rivaux en Ligue des Champions, et chacun de ces matchs-là était quand même un classique, sauf que cette fois-ci, l'équipe de Manchester City n'a pas été vraiment au niveau. Oui, décimé par des blessures, décimé par... Combien de blessures? Oui, c'est vrai. On sait que Rodri n'est pas là, mais qui aussi n'est pas là. Il y a eu des retours, mais est-ce que ces retours-là ont vraiment profité à cette équipe de Manchester City? Et surtout que Guardiola a été vraiment entre-temps blessé absent. Aussi, n'oubliez pas. Voilà. On l'a trouvé également moins inspirant sur les 2 rencontres, et il a dit qu'il a fait face à une équipe du Real qui a été meilleure. On n'a pas vu une équipe du Real aussi meilleure sur les dernières années face à une équipe comme Manchester City. Sur le retour, on a quand même vu une équipe du Real qui a été par moments au-dessus de l'équipe de Manchester City, ce qu'on a plus vu rarement il y a quelques années. Donc, félicitations à Carlo Ancelotti qui a su quand même tactiquement avaler Pep Guardiola. On se rappelle en 2022, c'était Pep Guardiola qui avait donné une leçon tactique à Ancelotti pendant qu'il donnait une leçon de vie à Pep. Cette fois-ci, je pense que Carlo Ancelotti a donné une leçon en général à Pep Guardiola. Et je pense que Pep Guardiola en est conscient. Ils vont revenir peut-être plus fort, mais je pense que le Real a maintenant les clés pour aller de l'avant et pourquoi pas rêver d'un Graal final. Alors, Franck Lugnement, quand vous sortez d'un match aller, au final, il y a eu 3-2 et que Pep Guardiola donne 1% seulement de chance à son équipe, est-ce que c'était une très bonne communication? Bon, il sait que son équipe est malade depuis un moment. Lorsque vous regardez un peu la phase régulière, Manchester City s'est classé 24e sur 36. Oui. Je fais bien 11 ils se sont calculés et ils se sont qualifiés. 11 points après 8 matchs. In extremis. Donc, c'est un club qui a du mal à proposer ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, il est conscient. Je ne suis pas sûr que c'est une mauvaise communication, mais il fait face à une réalité pour laquelle il ne trouve pas de solution depuis longtemps. Il a dit que l'équipe a manqué de cohérence, des joueurs qui ont un certain âge. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, c'est une ambulance aujourd'hui qui a beaucoup de malades en son sein. Donc, Manchester City, sur les 2 matchs, n'a pas existé et Pep ne s'est pas trompé. Donc, quand il dit 1%, c'est vrai que c'est les 2 clubs qui ont gagné les 3 dernières compétitions. Donc, lorsque ça se présente comme ça, au-delà du fait que Man City a des problèmes, on se dit quand même qu'il y a un peu plus de chance pour les Citizens. Mais sur le terrain, ils n'ont pas existé. Tactiquement, ils ont été bouffés par Carlo. Donc, voilà, je pense que c'est une défaite méritée. Lorsqu'on regarde les 2 affiches, Pep Guardiola n'avait pas les moyens de lutter. Justement, on va rester sur ces analyses en rapport à ces 2 techniciens, à ces 2 tacticiens. On parle d'une équipe qui est en difficulté par rapport à son effectif, mais ce vide-là, cette insuffisance-là n'a pas été comblée par peut-être le géant catalan, Pep Guardiola. Oui, mais depuis un certain moment, on voit qu'il n'arrive pas à combler le vide. Et encore dans ce match, c'est chaud encore laisse
à poser. Si vous transformez par exemple le jeune Kouchanov déjà, qui était pour moi une mauvaise recrue, parce que c'est pas le joueur dont vous avez besoin. Oui, mais puisque ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que oui, mais c'est un joueur de futur. Mais je ne pense pas que Guardiola est appelé maintenant à construire pour le futur. On parle de ce qui se passe actuellement et tu as besoin d'un joueur déjà qui a des certitudes, qui a de l'expérience et tout ça. Pour l'instant, c'est pas lui. Maintenant, tu le transformes encore en latéral alors que c'est un monsieur qui évolue bien dans l'âge. Oui, aujourd'hui, on peut transformer les joueurs, mais aussi jeune qu'il est. Dans ce contexte actuel, c'est pas évident. Et on a vu que Vinicius l'a carrément détruit sur le côté. Il n'a vraiment pas existé, le petit. Il a souffert énormément. Et donc, dans ce match encore, moi, je l'avais déjà dit ici, que ce qui m'écoeure plus chez City, c'est d'être en fait dans le délire. Hier, c'était dans la communication. Entre-temps, c'était dans la communication. Mais par après, ils se sont ressaisis. Ils savent que désormais, ils souffrent. Mais actuellement, c'est dans le jeu. C'est-à-dire, tu ne peux pas être City et tu sais très bien ce que tu traverses et tu veux encore jouer toujours comme tu jouais à l'avant. C'est-à-dire monter très haut, essayer de presser encore, ouvrir le jeu, laisser beaucoup d'espace. Or que tu connais ta situation actuelle. Or que tu sais qu'en face, tu as Vinicius qui peut aller très vite. Tu as Mbappé qui retrouve en tout cas sa forme, qui retrouve ses repères, qui va aller très vite. Tu sais que Rodrigo également est dangereux et tu veux encore jouer comme toujours. Pourtant, c'est une tradition, hein. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Oui, Franck, cette tradition, justement, par rapport à la situation, est-ce que Pep ne peut pas réadapter sa façon de jouer? On ne peut pas jouer de la même façon avec tout le monde. Non, je pense que c'est dans son ADN. Partout où il est passé, il n'a jamais changé sa philosophie, sa vision de jeu. Il n'a jamais aussi traversé cette situation. Oui, mais changer du jour au lendemain, c'est impossible pour lui. Voilà pourquoi il dit « je n'arrive pas à trouver la solution ». Vous voyez Pep Guardiola demander à son équipe d'être attentiste, de jouer bloc bas, d'être derrière et attendre. Puis, il n'a pas les éléments pour. Il n'a pas les éléments justement pour. Donc, il ne peut pas, du jour peut-être dans l'avenir. Un entraîneur, ça doit être cela, pouvoir varier. Se réadapter. Oui, mais pour lui, le football, au-delà de tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est d'attaquer, c'est de porter le jeu vers l'avant, posséder le ballon et faire ce qu'on a envie de faire, priver l'adversaire du ballon. Est-ce qu'il n'a pas une façon stéréotypée, en tout cas, de voir donc le football, Guardiola? Stéréotypé, moi, je ne pense pas. Puisqu'il ne fait que la même chose depuis tout le temps. Il fait la même chose. Au Barça, au Bayern, à City. Mais ça lui réussit aussi. Mais ça fait combien de Ligue des Champions, par exemple? Non, mais combien sont ces entraîneurs-là qui ont gagné 5, 10 Ligues des Champions dans leur cursus? Ancelotti a gagné. Ancelotti, oui. C'est parce qu'il est passé aussi par le Real. C'est parce qu'il est passé aussi par le Real. Si Ancelotti ne passait par le Real, je ne crois pas le nombre de Ligues des Champions qu'il aurait. Vous avez vu José Mourinho. Est-ce que vous envoyez Guardiola au Real alors? Non, pas forcément. Mais lui aussi, il a eu le Barça. Le Barça, en son temps, c'était. Mais il a gagné la Ligue des Champions. Il a tout gagné avec le Barça. Il a gagné qu'avec des grands clubs. À part Mourinho, qui a gagné avec Porto. Voilà. Et on a vu, par exemple, Ancelotti, quand il est passé par le Bayern, lui aussi n'a pas gagné la Ligue des Champions. Voilà. Ça veut dire quelque part que oui, chaque entraîneur à un moment donné arrive aussi à gagner des trophées parce qu'il est au bon endroit. Vous avez Pep Guardiola, c'est quelqu'un qui a un ADN, comme Franck l'a dit, il ne pourra pas changer. Quand vous voyez par exemple le Real jouer l'autre fois, le Real attaquait. Oui. Et pourtant il y a 2-3 saisons derrière, le Real n'a jamais attaqué. Le Real ferme totalement. C'est parce que le client en face n'a pas vraiment le niveau. Vous prenez... Non, je ne dis pas que City n'est pas une grande équipe. City, oui, il y a toujours ce nom. Mais quand vous prenez la forme dans laquelle se trouve cette équipe de Manchester City actuellement, même Tottenham a battu Manchester City. Physiquement, ils ne sont pas là. Mentalement, ils ne sont pas là. Et techniquement, ils commettent trop d'erreurs. On ne peut pas s'appeler une équipe de Pep Guardiola et être dans cet état de forme-là et dire que cette équipe ira battre
D'autant plus que c'est le Real Madrid après tout. On sait que le Real Madrid, vous-même vous l'avez dit dans votre introduction, le Real en Ligue des Champions, c'est une équipe imbattable. Et surtout à domicile. Bon, l'autre fois, ils n'ont pas fermé le toit, mais ils ont gagné. et même s'ils n'ont pas fermé, Manchester City, je crois, ils se sont sabordés tout simplement avec l'ouverture du score là, qui est arrivé très tôt, très tôt. 4 minutes déjà. 4 minutes dans la rencontre avec, voilà, vous prenez d'ailleurs le 11 rentrant. Sur une seule passe et puis voilà, ça fait après avoir vu le 11, moi je me suis dit, quel est ce joueur là qui pourra faire peur à cette défense? Parce que Haaland n'était pas là. Haaland n'était pas là. Marmouche, c'est un le joueur. Le problème, c'est qu'on a essayé avec tous les joueurs, quasiment ça ne marche plus. Non, mais Haaland aussi, parce que Haaland était sorti grimaçant face à Newcastle. Voilà, un championnat. Moi, je crois que Pep Guardiola a déjà jeté l'éponge avant cette rencontre-là. Puisqu'il a parlé d'1%. 1% de chance sur les 100. Voilà, je me suis dit. Et Ancelotti a dit, je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est une façon de parler. C'est la communication un peu. Si c'est que dans cette rencontre-là, City ouvrait le score, je crois que ça aurait pu être un autre match. Ça aurait pu être le 1%. un autre match. Ça aurait pu être le 1%. Alors, il y a Liverpool aussi le week-end. D'accord. Alors, Franck, c'est le Real qui élimine City ou c'est Mbappé qui le fait? Parce que ça fait 4 buts sur les 5 marqués par le Real en aller-retour. Oui, 4 buts pour Mbappé. Lorsque vous écoutez le joueur lui-même, c'est un résultat qu'on doit accorder à tout le groupe. Il n'a pas forcément focalisé, on va dire, cette performance double XL sur sa personne. Donc c'est le Real qui a gagné. Ça veut dire que c'est un groupe qui avait envie d'aller de l'avant et comme le dit depuis un moment, c'est la deuxième partie du championnat qu'on est fort. J'ai connu un peu de problèmes, je me cherchais, maintenant j'ai renversé un peu la tendance. C'est vrai qu'il y a un côté personnel dans ce qu'il a fait la dernière fois en marquant un triplé. C'est le tout premier triplé en Ligue des Champions pour lui. Avec le Real. C'était pas évident pour lui. Donc il a eu de la réussite, de l'intelligence, de la vitesse la dernière fois, au point où il a pu marquer même du pied gauche. Donc, selon lui, c'est le plus beau. Hein, c'est le plus beau. Donc, c'est un résultat de groupe. C'est vrai qu'il s'est fait voir sur ce triplé-là. Donc, mais au-delà de tout, c'est le Real. C'est un groupe qui a joué. C'est un groupe qui a forgé ce résultat. On sortait Kylian de ce match. Vous voyez le résultat comment, Vicente? Non, je pense qu'il avait déjà fait l'essentiel. C'est vrai que sur ces 2 derniers matchs, Ancelotti... Parce que je vous rappelle que celui qui a fait le doublé pour City n'avait pas joué. Voilà, Haaland. Voilà, on sortait Mbappé aussi on a vu le du groupe Real. Haaland, on disait qu'il était touché au genou. Haaland n'était pas là. C'était une blessure diplomatique. Mais on a vu son papa et le papa de Kylian ensemble regarder ce match-là. C'était le plus important. Après tout, c'est un jeu pour moi. Mais sportivement parlant, je pense que Kylian Mbappé avait déjà fait l'essentiel sur cette rencontre-là. Mais le fait que Carlo Ancelotti le sorte peut-être avant la fin du match... 78e ou 80e, oui, comme ça a été le cas également en championnat. L'autre fois, je pense que Kylian n'a pas trop aimé. Mais il faut dire que... Il veut jouer tout le match. Oui, après, je pense qu'il va falloir quand même une gestion de son côté aussi. Mais le souci, c'est que quand il sort, il y a Vinicius et Rodrigo encore sur le terrain. Donc, est-ce que ce n'est pas Ancelotti qui fait la gestion aujourd'hui? Ou bien effectivement, non. Parce qu'il sait que voilà, c'est mon arme. Il connaît ses joueurs. C'est à lui de faire. Il a fait l'essentiel et donc je le préserve. Effectivement, donc je le préserve. Peut-être parfois les joueurs ne le comprennent pas ainsi. Donc, on va dire que le reste de la saison va donner peut-être raison à Carlo Ancelotti. Mais au-delà de tout, il faut certes mettre en lumière ce triplé-là de Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier également tous ces joueurs-là derrière. Tous les fantastiques, comme on le dit. Voilà. Les passes, Rodrigo, surtout sur le deuxième but, où c'est tout le réseau offensif qui a orchestré ce but-là. Et pour moi, il y a un joueur clé qui a beaucoup plus joué sur ces 2 rencontres-là, c'est quand même Ceballos.
qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau sur cette saison, parce que lui-même, il ne s'apprêtait pas forcément à faire ces matchs-là, peut-être en tant que titulaire, puisqu'il y a eu des blessures, il y a eu des contre-performances au niveau de certains joueurs comme Kamavinga sont revenus, mais pas en forme. Aujourd'hui, il est clairement devant Kamavinga. Et effectivement, je pense qu'il a bien assuré, surtout sur ces 2 rencontres contre Manchester City, sans oublier également le jeune Asensio. Je pense que Valverde... Est-ce qu'il est encore jeune, parce que ce qu'il fait là... Est-ce qu'il est encore jeune? Après aussi, je pense que Valverde, c'est carrément un autre niveau. C'est un autre niveau. On ne va même plus parler de ce joueur-là. C'est une machine qui est en train d'être rodée aujourd'hui au niveau du Real, et je pense que l'adversaire prochain du Real devrait s'emparer. Il y a un joueur que beaucoup oublient, Vicente l'a oublié aussi, et pourtant ce joueur-là devient plus qu'important pour le Real, Rodrigo. Rodrigo Goes, on sait que c'est un joueur très fantastique qui ne fait qui ne fait pas de gestes inutiles, comme peut-être son grand frère Vinicius. C'est quelqu'un qui va toujours droit au but. Techniquement, il est fin. Et il prend toujours des décisions justes. Et on l'a vu depuis le début. On pensait que c'est lui qui devait être sacrifié au profit de Kylian Mbappé, de Vinicius ou encore de Jude Bellingham. En faisant jouer seulement 3. En faisant jouer les 3. Mais aujourd'hui, on sent véritablement que oui, il a abandonné, que ce soit le positionnement dans l'axe ou encore sur le côté gauche pour Kylian et puis Vinicius Junior d'aller se démerder. Et il s'occupe merveilleusement bien de son couloir droit. Et il délivre également des passes décisives. Et ce qui est bien pour lui et pour toute l'équipe. Parce que si vous avez un joueur comme cela parce que vous avez des joueurs qui ont de talent devant et que vous devez le mettre de côté. Moi, je crois que ce sera un manque à gagner pour le Real Madrid. Et sur ces dernières semaines, il montre véritablement bien que oui, quoi qu'on dise, on peut s'adapter également, parce que quand il est venu aussi, c'était un joueur qui évoluait dans le couloir gauche, parfois même dans l'axe de la défense. Mais aujourd'hui, il occupe crânement le couloir droit et il fait bien son travail. Félicitations aussi à Ancelotti, parce que c'est un entraîneur qui sait parler à ses joueurs, qui sait quand même mettre ses joueurs en confiance, et je crois que c'est ce qu'il a fait avec Rodrigo Goes, et ça lui paie très bien. Ça ne fait pas 2 mois, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Ancelotti, ce vieux-là, ce tel-là. Mais aujourd'hui, toutes les fleurs sont pour ce vieux-là. Si justement Romo n'est pas là aujourd'hui, c'est pour éviter de le féliciter. C'est de la malhonnêteté. Comme l'a dit Dela aujourd'hui, quand tout ce que traverse le Real aujourd'hui, c'est grâce à lui, en fait, ce monsieur. Parce que, n'oublions pas, nous le disons tous, oui, Kylian, tout coach voudrait Kylian, mais au début, il ne voudrait pas forcément ce joueur, vu ce que le Real a déjà fait la saison passée. Mais on lui a balancé ça, et ça lui a causé des soucis. Mais aujourd'hui, il a réussi quand même. Dans la gestion, il a réussi quand même aujourd'hui à résoudre les équations, faire évoluer ses joueurs. Eux tous 4, même dans les matchs où on se disait que le Real doit plus défendre et tout ça, et il ne peut pas les mettre tous 4, il les met, et on voit que Rodrigo, justement, dans cette tâche défensive, lui, le fait très bien, les replis défensifs, tout ça, il le fait très bien. Et donc, sincèrement, on doit jeter des fleurs à ce monsieur, parce que le travail, oui, c'est pas le tacticien qui va faire du génie comme Guardiola, tout ça, on va apprécier, mais dans le management, il est très bien là. Si Kylian, aujourd'hui, a pu retrouver ce niveau, c'est également grâce à Ancelotti qui est là, qui le fait toujours de la confiance, qui le revient toutefois en confiance. Et donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on voit tout l'effectif, ça marche très bien. Ok, c'est face à City, tout ça, on va relativiser tout ce qu'on va dire, mais la réalité, c'est que le Real également cette saison, face à des équipes moyennes, on n'a pas vu ces genres de performances. Donc si aujourd'hui ils le font quand même, c'est quand même à féliciter. Avec un Vinicius également qui revient. Non, Vinicius, quand il veut jouer, il a été homme du match à l'aller. Il joue. C'est quelqu'un qui apprivoise le ballon, qui peut faire ce dont il a envie de faire. La dernière fois, on l'a vu également sur le deuxième but de Kylian Mbappé, la façon dont il a dérouté l'adversaire. Laisse la balle aussi vite. Oui, parce que là, il sait que c'était une offensive. Alors qu'il aurait pu. C'était une offensive à rapidement conclure. Et il a fait la passe en retrait qui a surpris le défenseur après Rodrigo, dont on vient de parler. C'est l'homme à tout faire. Il peut marquer, il peut centrer, faire marquer. Et de la tête, techniquement, c'est un joueur
on va dire, qui est au-dessus. Il est mieux quand il joue contre City. Oui, il est mieux quand il joue contre City. Donc, il ne se montre pas, il est dans son coin, mais il fait le boulot. J'ai envie de dire que c'est un joueur complet. Rodrigo, complet, le Real revient et le Real fait même office de favori. Est-ce que c'est trop dire? Parce que le Real fait partie désormais des 16. Il a toujours été là. C'est le premier. Oui, mais ils étaient barragistes dès la Nov. Quoi qu'on dise, même si le Real est deuxième, ils sont toujours favoris. Surtout en Ligue des Champions, on connaît très bien ce que le Real fait dans cette compétition. Même donc Lille n'est pas favori. Même si c'est Jacobo qui jouait la dernière fois face à City, vous allez voir un autre Jacobo. Jacobo devait se montrer à la hauteur de la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ça a toujours été comme ça. On a vu Lounine qui a été traîné. Oui. On a même amené Kepa, par exemple, pour être titulaire devant lui. Mais on a vu ce que Lounine a fait la saison écoulée. Il a zabalagué. Donc Real en Ligue des Champions, quoi qu'on dise, vous pourrez même faire une équipe mixte entre City, Barça, Bayern, Liverpool. Quand c'est Ligue des Champions, quand c'est la Ligue compétition, il y a rien de Real sera toujours. C'est bizarre. Et le prochain adversaire du Real pourrait être un match de Liga. Ou peut-être, vous voulez dire. Oui. Bon, c'est des habitués. Et la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, on a vu que le Real a été vraiment un tout petit peu bousculé. Parce qu'il y avait une défense disciplinée, tactiquement. Des joueurs décidés à ne pas se faire marcher dessus. Donc, ça a compliqué la vie au Real Madrid. Maintenant, le championnat est différent de la Ligue européenne des champions. Et quand ça arrive, le Real entre en transe. Quelqu'un dit que l'équipe entre en couvent quand cette compétition arrive. Donc vous allez voir, dès que cette affiche va arriver, le Real pourra toujours faire la différence. Ce sera l'Atlético Vicente ou le Bayer Leverkusen. C'est quoi le meilleur tirage pour le Real? Le meilleur tirage pour le Real, c'est le titre de nous le dire. Il n'est pas dans le studio, mais ça par sa voix, moi je vous dis ce sera les Leverkusen. Mais après, je pense qu'on a demandé les avis des joueurs sur ce tirage-là. Kylian dit le meilleur serait l'Atlético, ça va leur épargner un voyage. Et puis, après, je pense que ce soit l'Atlético, le Bayer Leverkusen, le Real a quand même retrouvé son niveau. Surtout que, sur cette dernière année, quand c'est le Real qui élimine City, c'est le Real qui est champion. Et quand c'est City qui le fait, c'est City qui est champion. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que le Real a éliminé City qu'il est déjà champion. Qu'est-ce que tu sous-entends? Il y a des obstacles. Ils peuvent rester à Sibélas là. Il y a des obstacles sur la route. Je pense que même Lille peut constituer un obstacle pour le Real Madrid parce que quand c'est comme ça, plus maintenant. Comme le Real est le favori naturel de la Ligue des Champions, donc je pense que tous les clubs veulent le stopper. Éviter l'éviter le Real. Ou le stopper, c'est possible aussi. Donc, que ce soit le Bayern ou l'Atlético, on verra cet après-midi. Je pense que le Real est prêt. Oui, moi, je pense qu'actuellement, le meilleur tirage pour le Real, ce serait Leverkusen. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, Leverkusen, depuis le début de saison, oui, on a vu plusieurs clubs qui ont démarré en tâtonnant, mais on vient de parler du Real, ils ont démarré également en titubant, mais maintenant ils ont repris le Paris Saint-Germain. On voit que Leverkusen, sincèrement, ils sont deuxième de Bundesliga. Oui, ils pouvaient même être premiers s'ils n'ont pas lâché des points bêtement en championnat face à des adversaires. Ils ne savent que jouer face au Bayern. Après eux aussi, c'est de l'inconstance et de l'irrégularité. L'équipe est désormais qu'à la portée de Wirtz. Oui, Schick s'est revenu entre-temps. Mais il n'y a que Wirtz seul au monde, quoi. C'est pas comme la saison passée où il y a ce collectif en défense. Il y a Grimado, Frimpong, Tapsoba qui étaient des soldats. Chaka, tout ça. Cette saison, c'est plus véritablement ça. Contrairement à l'Atlético qui nous affiche en tout cas une forme depuis un certain moment vraiment intéressante. Avec un coach qui dérange souvent le Real. Qui dérange énormément. Donc voilà, moi je préférerais avoir plutôt Real, Atlético, Bayern,
Mais je pense que le meilleur tirage pour le Real serait Leverkusen. Bayer Leverkusen, on verra tout cela aujourd'hui. L'équipe aussi qui est bien au rendez-vous, on le sait déjà, c'est le Paris Saint-Germain qui a éclaboussé Brest. Brest l'a dit, on avait voulu jouer contre tout le monde, sauf le PSG. Le PSG, Franck, ils avaient raison de le dire. Ça fait 10-0 en aller-retour, 7-0 au match retour. Oui, et quand j'écoute Les Melou, l'un des joueurs qui dit c'est une faute professionnelle, j'ai envie de dire oui. Le tirage non, le fait de prendre 10 face au Paris Saint-Germain, ça ne leur ressemble pas. Il manquait un but pour que tous les joueurs puissent... Mais on savait un peu que ça devrait arriver. Un club qui n'a jamais battu le Paris depuis 40 ans. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Il faut qu'ils organisent un match amical. Justement, l'entraîneur qui disait avant le premier match qu'il faut aller chercher Tom Cruise pour une mission impossible. Donc voilà, il n'a pas... Donc c'est difficile pour eux. Ça fait pratiquement une honte, comme l'a dit le joueur. Donc, mais c'est un match de football. Mais ils auraient pu mieux faire. 10-0 en aller-retour, c'est trop. Eux-mêmes, ils se sont résignés avant cette rencontre. Même dans les discours, tout ça. Même quand on voit la composition d'Eric Roy, il a changé énormément parce que... Oui, pour le match retour. Pour le match retour. Oui, il s'est dit, bon, voilà, c'est le championnat. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude des Parisiens. On a vu le PSG écraser des gens, mais voir le PSG jouer comme ça, sur 90 minutes plein, aussi à fond comme ça, on ne l'a jamais vu. C'est Brest, mais quand on voit Luis Enrique qui remet encore tous ses titulaires, mais donc ça veut dire que ça ne blague pas du côté du PSG. Mais il y a eu un événement, c'est que tout le monde a marqué, sauf Dembélé. Vous avez compris quoi? Ça devrait arriver. Mais ça fait 7 buteurs différents sur les 7, 0 but pour Dembélé. Non, mais aussi, il a été sorti, je crois, à la 60e minute. Là. Je sais qu'il a été remplacé aussi par Désiré Doué. À la 60e, il devait marquer 3. Ils auraient pu, voilà. Désormais. Pas forcément. Vous savez, il ne peut pas marquer aussi dans toutes les coups. Donc, je crois que le PSG a repris... Il ne marquait même pas avant. Non, mais depuis le début de la saison, ou bien de cette année, c'est quand même le meilleur buteur. Oui, en 2025, c'est le meilleur buteur. C'est le meilleur buteur pour Ousmane Dembélé. Le meilleur buteur européen. Ça n'arrive pas tous les jours. Peut-être il a repris ses habitudes, comme l'a dit, mais la dernière fois, on a plutôt vu Bradley Barcola, on a vu Visha Varaskelia, on a vu Désiré Doué. Tout le monde a marqué. Gonzalo Ramos. Nunez, voilà. Oui, 7 buteurs différents, c'est quand même bien pour ce collectif-là, au moins se mettre en confiance. C'est Brest. Aller-retour, ça fait 10-0. C'est un score historique pour le Paris Saint-Germain et je crois, malheureusement pour Brest, pour le parcours qu'ils ont fait lors des 4 premières journées, on pensait que oui, ils seront peut-être la JAS de 2018. Malheureusement. Alors, malheureusement pour Brest, est-ce qu'on va dire malheureusement aussi pour Paris? Parce que, voilà, la prochaine marche sera plus haute. Ce sera Liverpool ou le FC Barcelone, Vicente. Ouais, je pense qu'ils se sont bien entraînés face à Brest. À Brest avec ces 7-0-là. Mais comme vous l'avez dit, la marche sera bien plus haute désormais, puisque Liverpool et le Barça, c'est quand même les deux meilleurs en Ligue des Champions cette saison. Et donc, ce sera très compliqué. Ce sont des clubs qui se sont laissés au frais pour attendre tout simplement les barrages. Et donc, mais en même temps, peut-être que cela pourrait défavoriser aussi, cela pourrait desservir aussi ces deux clubs-là, le fait de ne pas jouer les barrages. Mais ce sera quand même un duel, que ce soit face au Barça ou face à Liverpool. Je pense que ce sont quand même deux clubs européens, deux meilleurs clubs européens qui vont se rencontrer. Mais au terme de l'expérience et du vécu, je pense que soit Liverpool ou le Barça pourraient l'emporter sur le Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est Luis Enrique aussi qui connaît ces deux clubs-là. Et je pense qu'il pourrait quand même créer quelque chose. Quel serait le meilleur tirage pour vous, Franck, pour le Paris Saint-Germain? Vicente le disait tout à l'heure, c'est les deux meilleurs clubs de la Ligue européenne des champions lorsqu'on a fini de disputer les 8 journées. Donc, ce qui veut dire que oui,
soit le Barça ou que ce soit Liverpool, le Paris Saint-Germain qui a attendu les derniers instants pour se qualifier n'est pas favori. C'est quand même un match déjà déséquilibré, mais ce que Paris a montré sur les derniers matchs de cette compétition, et puis c'était face à City, après Stuttgart, et puis après Brest. Voilà. C'est vrai que oui, ils ont éliminé Manchester City aussi, mais un Manchester City malade, mais le niveau va s'élever, comme on le dit, et je ne sais pas s'il y a un meilleur tirage entre ces deux-là, que ce soit Liverpool ou le Barça, ça va jouer, et le Paris Saint-Germain. Entre la Panthère et le Lion, c'est des félins. C'est des félins. Aucun ne fait de cadeau. Qui est mieux que l'autre? Mourir debout et mourir assis. Bon, c'est pas le roi de la forêt, c'est le lion. Donc, mais c'est de mourir. Je sais pas. Je pense que le Barça ce serait un peu plus favorable pour le PSG parce que le Barça c'est cette équipe qui va forcément laisser des espaces derrière tout ça quand on connaît la défense barcelonaise et tout ça. Qui vient jouer sur la ligne, voilà. Donc ils auront beaucoup plus d'espace et quand on connaît également les armes du Paris Saint-Germain sur les côtés, ça peut le faire. Mais Liverpool, ça va être un peu plus fermé, surtout quand on connaît le milieu de Liverpool désormais. C'est un milieu vraiment très physique. Face à ce milieu parisien un peu chétif, face au petit club, je sais pas, mais je pense que oui, mais aujourd'hui au Paris Saint-Germain, le milieu qui est chétif, qui connaît Malcolm, je sais pas. Van Verratti n'est plus là, donc voilà, aujourd'hui le meilleur c'est Vitinha. Ils sont tous techniques, très fins techniquement, mais physiquement, c'est pas un milieu qui a quand ils ont croisé Arsenal, tout ça, les milieux un peu plus costauds, on a vu qu'en termes d'impact, et donc quand cela, je pense que le Barça, c'est pas le mieux, mais je pense que c'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais, en tout cas. Oui, l'équipe qui s'est fait éliminer aussi, c'est le Milan AC, battu, éliminé par le Feyenoord. Le truc, c'est que tous les clubs de Dela sont éliminés. Oui, mais quand même, il y a l'Inter qui quand même déjà qualifié. Pourrait aussi venger les autres parce que l'Inter pourrait jouer le Feyenoord ou le PSV Eindhoven. Oui. Et puis ce sont ces deux clubs-là qui ont éliminé, que ce soit l'Atalanta et puis le Milan AC. Le Milan AC, il y a eu un manque de chance également de la part du club milanais. Malheureusement, à l'aller, ils ont perdu 1-0 au match retour. Ils menaient, ils ont été rejoints. Dès la première minute, ils ont égalisé. Il fallait continuer par jouer pour aller mettre ce second but-là. Malheureusement, ils étaient tellement nerveux. Et à l'arrivée, il y a eu ce carton rouge-là, carton rouge bête de Théo Hernandez. Quand vous savez que vous avez l'un des hommes forts qui devait normalement guider cette équipe-là, malheureusement, qui commet cette bêtise-là pour écoper un carton rouge. Après avoir laissé ses coéquipiers à 10, ça a été beaucoup plus compliqué. Et à l'arrivée, l'égalisation est passée par là pour faire tomber le Milan. L'Atalanta éliminé malgré le but de Lookman, le retour et le but. Il s'est loupé sur un penalty. Monaco a tout essayé, mais ça n'a pas marché. 3-3 en terre portugaise. Je ne sais pas trop, ils avaient quand même des possibilités pour passer face à cette équipe de Porto, Benfica. Il fallait juste jouer un bon match, gagner et se donner une certaine chance. Mais d'abord, quand vous prenez Singo sur cette erreur qui permet à Benfica de marquer, et puis après, il y a Thilo Kehrer qui a commis cette erreur également dans la surface, c'est compliqué. Monaco a résisté, a essayé, mais c'est sabordé par un manque de présence en défense. On retient tout simplement... Après les Mbolo. Il a marqué. Tu sais ce qu'on appelle Mbolo à D'accord. Alors, on retient tout simplement que le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, Dortmund, qui a été tenu en échec 0-0, là également, Serhou Guirassy s'est loupé sur un penalty. Le PSV Eindhoven a également éliminé la Juventus de Turin, battu proprement 3-1. Et puis le Bayern s'est fait peur. Le Bayern, s'est fait peur, tenu en échec par le Celtic 1-1. Mais la victoire en aller qualifie la formation bavaroise. On l'a dit,
Benfica se qualifie par la petite porte. Et puis Bruges en patron sur le terrain de l'Atalanta. Le tirage au sort a lieu cette matinée ou bien voilà en milieu. Donc 2 journées à Nyon en Suisse. La Ligue Europa a aussi été disputée. On enchaîne comme ça en disant que la Roma, oui, s'est qualifiée au Forceps. C'était face à Porto. Bodo Glimt. Ah oui, c'est l'équipe de qui là? Bodo Glimt s'est qualifié au départ de Twente. Voilà, 5 buts à 2. 5 buts à 2. Oui. Attention, il fallait le faire. Le Steaua Bucarest a éliminé le PAOK Salonique 2-0. Galatasaray n'a pu mieux faire que nul 2-2. Ils ont été battus, corrigés par l'AZ Alkmaar en aller 4 buts à 1. L'Ajax également a perdu mais se qualifie face à l'Union Saint-Gilloise. Victoria Plzen bat Ferran Varos 3-0 et se qualifie. Qualification aussi pour la Real Sociedad aux dépens de Midtjylland. Et puis le Fener de José Mourinho qui avait gagné 3-0 en aller, qui fait jeu égal 0-0 face à Anderlecht. Voilà ce qu'on dira de ces deux coupes européennes. Théo Ajavon, on va maintenant aller parler de la première ligue anglaise. Première Ligue Express News. En première ligue anglaise, Liverpool a désormais un match de plus que tout le monde. Mais ça titube. Franck Nouniamon, Liverpool est-il fatigué? Tenu en échec par Aston Villa mercredi. Aston Villa la dernière fois, c'est 2-2. 2-2. Ils ont même été menés à un moment donné. Ils ont failli même prendre un 3e but. Fatigué. Est-ce qu'il faut le dire, mais face à des clubs comme ça, à un moment donné, il y a des adversaires qui ont toujours envie de changer la tendance. Parce que Liverpool n'a plus perdu en championnat depuis septembre dernier. Donc ça faisait un peu trop pour certains clubs. Il faudrait peut-être attaquer cette hégémonie. Et l'autre fois, les joueurs ont failli, le coach créer d'Aston Villa. Donc 2 buts partout à l'arrivée. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est un résultat décevant pour eux, mais ils doivent l'accepter puisqu'ils ont failli perdre ce match-là. Donc oui, à un moment donné de la saison, on sent un petit relâchement, inconscient peut-être, dans la course au titre. Mais bon, ça reste quand même 8 points devant. Oui, mais avec un match de plus. Match nul contre Everton, match nul contre Forest, match nul contre Villa. Ça fait des points que les Reds lâchent dans la course au titre. Ça lâche beaucoup de points, ça encaisse désormais énormément. Noël de Souza a raison. Oui, c'était pas une information qu'il avait donnée. On savait qu'ils allaient avoir des moments difficiles dans la saison, mais autant face à ces clubs qu'on vient de peut-être face à Chelsea, Arsenal, City, oui, mais face à ces clubs déjà, c'est inquiétant ce qui se passe derrière. C'est plus du tout la sérénité qu'on a connue. Mais ce qui fait de ce Liverpool, en tout cas, ce qui leur donne actuellement ce parcours des champions, c'est que quelle que soit la difficulté des matchs, ils reviennent toujours malgré tout avec ils arrivent à ne pas perdre. Ils arrivent à ne pas perdre. Mais quand vous faites 2 nuls, ce n'est pas autant perdre et gagner un match. C'est pas mieux que d'aligner 2 matchs nuls. Comme le disait Giroud entre-temps. Donc voilà, autant gagner un match que de faire 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, voilà. Mais pour l'instant, oui, c'est mieux, mais le truc, c'est que quand vous avez derrière, on le dit souvent qu'Arsenal, tout ça, c'est vrai, on disait qu'Arsenal a la chance de revenir à 5 points. Mais Arsenal n'a plus perdu. Il n'a plus perdu, qu'ils ont la chance de revenir à 5 points. C'est là où vous allez voir que plutôt ils vont faire pire que Liverpool. Donc, mais je pense que Liverpool, quoi qu'on dise, le problème, c'est que bientôt, ils vont reprendre également la Ligue des Champions. Et donc, combiner tout ça, ils sont également en liste pour également une Coupe nationale encore. Là, ça deviendra dur. Ils ont une finale à disputer, je pense, de la Ligue Cup. Vraiment réduit. Le milieu de terrain, il le change rarement, à part l'attaque où sur un côté, vous pouvez avoir Diaz, Nunez ou Jota. Le reste de l'effectif, c'est quasiment... Liverpool va jouer un grand match dimanche
Ou bien ce n'est pas un grand match pour vous? Non, mais ce sera face à City. Après tout, sur le papier, c'est un grand match. C'est quand même le champion sortant. Il a dit que Tottenham était un grand match. Le champion sortant et le futur champion. Si Manu et puis Tottenham, cette affiche-là est un grand match. Pourquoi pas Liverpool et puis Man City. Mais Man City, il va falloir tout simplement limiter la casse. On sait que lors du match aller, c'était une victoire de but à 0 de Liverpool. Liverpool a respecté Manchester City. Et c'était à Anfield Road. Maintenant, c'est voilà. Et même si à l'Etihad, ils ont été battus à l'Etihad la dernière fois par le Real. Donc je crois que Liverpool aussi peut aller battre aussi Manchester City. Mais en même temps, on peut se dire que oui, à partir du moment où City est éliminé en Ligue des Champions, où il sait que non, il n'y a plus cette pression. Ils vont se concentrer maintenant. Peut-être ils vont se concentrer maintenant sur la première ligue et ça peut passer par cette rencontre-là. Mais si vous avez un joueur en face comme Mohamed Salah qui marque pratiquement chaque match, je crois que ça va être très difficile. Et surtout la bataille du milieu de terrain. Le milieu de terrain qui a toujours été une force pour Pep Guardiola. Aujourd'hui, on sent que oui, la dernière fois, c'était face à Newcastle. Mais face au Real, on a vu que Nico Gonzalez n'a pas eu cet impact-là qu'on pouvait encore... Ce n'est plus le Rodri. Ce n'est plus le mini Rodri. Voilà, d'oublier. Donc, face à Gravenberch, face à Szoboszlai et face à McAllister, il va falloir être très costaud dans la tête pour aller jouer cette rencontre-là. Mais un match de football reste toujours un match de football. Et la première ligue, on sait que voilà... Ce que ça peut donner. Et quand City écrase Newcastle lors de la journée précédente, on peut se dire que City a les couilles pour déranger Liverpool qui piétine, Vicenti. Alors c'est compliqué de le dire. Peut-être qu'il y a 2 ans en arrière, on pourrait dire que City a vraiment les couilles pour faire du mal à cette équipe de Liverpool. Mais aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Et puis, Man City n'est pas vraiment prêt pour affronter cette équipe de Liverpool qui, c'est vrai, a fait un match nul face à Aston Villa l'autre fois, mais qui va beaucoup déranger cette équipe de City qui, je ne veux pas sortir le mot, qui va la gagner. Mais, comme Dela l'a dit, ça demeure quand même un duel de Premier League. Donc c'est possible que Man City aussi crée se transcende et crée la surprise. C'est tout est possible, surtout justement. Que nous sommes en football. Et donc, désormais, dans le rétroviseur, il y a Arsenal, Franck Kounouniama, Arsenal qui jouera contre West Ham. Si Arsenal gagne déjà samedi, ce sera une pression de plus pour Liverpool. Le problème des Gunners aussi, c'est quand on les attend, ils font toujours des faux pas. Donc face à West Ham 16e, West Ham 16e, Arsenal 2e. Voilà, face à des clubs supposés prenables, ils trébuchent souvent, mais je ne suis pas sûr que dans leur tête actuellement, leur envie c'est de pouvoir revendanger des points. Donc s'ils le font, ils n'ont plus de chance d'aller chercher Liverpool. Donc pour eux maintenant, c'est de gagner tous les matchs. C'est vrai que les Hammers souvent sont difficiles à jouer avec leur attaquant Bowen, Jared Bowen. Donc c'est un match à leur portée. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, maintenant il va falloir le prouver sur le terrain. Sur le terrain, déjà ce vendredi, Leicester en difficulté et désormais 19e au classement, joue contre Brentford, samedi Everton, Manchester United, Arsenal, West Ham, Ipswich Town, Tottenham, Bournemouth, Wolverhampton, Southampton, Brighton, Aston Villa, Chelsea, Fulham, Crystal Palace et puis dimanche 2 matchs, Newcastle United, Nottingham Forest et puis Manchester City, Liverpool. En Liga maintenant. En Liga espagnole, le Rayo n'a pas pu faire le boulot. Voilà, la mission donnée par la Maison Blanche au Rayo n'a pas marché. Parce qu'à la fin, c'est Barcelone qui a gagné 1-0 en clôture de la 24e journée. C'était lundi avec une conséquence directe au classement. Nayo. Oui, un match avec tout ce qu'il y a eu dans cette rencontre. Il y a eu des choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On l'a toujours dit, l'arbitrage en Liga cette saison, c'est de la catastrophe. Très donc, médiocre. voilà. Et
moi, c'était une belle opération pour le Barça parce que souvent... Par rapport au score. Parce que souvent... Ça fait 3 points. Justement, quand on les attend, quand ils ont l'opportunité comme ça de monter, on l'a vu. Quand le Real a fait nul, on attendait l'Atlético, ils ont fait également nul. Donc, c'était... Même le Barça a failli faire encore nul. Donc, ça, à l'arrivée pour le score, c'était bien pour eux. Donc, voilà, mais on n'a pas vu encore ce Barça souverain dans l'attaque, tout ça, glorieuse et tout ça. Mais bon, c'est face à un club madrilène, quoi qu'on dise, quand ça joue, toujours un club madrilène. On voit en même temps la Catalogne derrière. Voilà. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, le Barça qui a gagné. Il y a eu des choses, il y a eu quoi, selon vous? Non, mais il y a eu des erreurs arbitrales, beaucoup de choses qui se sont passées dans cette rencontre-là. Contre le Barça Contre le Barça, non. À l'avantage du Barça, parce qu'on a vu surtout sur ce but égalisateur-là où l'explication qu'on donne, c'est que Pathé 6 a fait action de jeu sur Inigo Martinez. Qui aurait pu intervenir. Moi, je me dis... Ça, c'est l'interprétation. C'est l'explication qu'on nous a donnée. Si vous voyez la distance qu'il y a entre Inigo Martinez et le ballon... Les deux zones, il y a une l'arbitre a bien fait comme ça. Il a fait ça. Il a interprété. Je ne sais pas si Inigo va-t-il remplacer Chesney derrière pour aller plonger, pour prendre le ballon. Il aurait pu consommer du boudet pour... rattraper l'attaquant. Et aussi des actions sur lesquelles on pouvait siffler penalty. On n'a jamais eu des décisions qui... Vous pensez que sur le tirage de maillot, avant l'ouverture du Barça, il y avait faute? Il y a faute également. Il y a faute à ce niveau. Et après aussi, on a vu dans la surface de réparation du Barça, énormément, on a tiré le maillot de l'adversaire. Mais non, ni le central, ni la VAR n'est revenu sur cette action-là pour pouvoir siffler. Malheureusement, on continue dans ce qui se fait depuis quelques semaines déjà, que ce soit face au Real Madrid, à l'Atlético, on voit des décisions arbitrales qui sont assez hallucinantes, tout simplement. L'arbitrage du côté de la Liga, comme Elom l'a dit tout à l'heure, c'est bien catastrophique. C'est catastrophique, tout simplement. On comprend un peu aussi la raison pour laquelle les arbitres espagnols ne sont pas sur des grandes compétitions. Tout simplement. Alors, sur le but qui donne le pénalty au Barça, la polémique est là, l'interprétation de la VAR. Vous pensez que l'IFAB, l'institution qui a en charge les lois et autres, devrait peut-être reconsidérer les situations quand il y a faute, d'accord, mais que le ballon n'était pas dans cette zone-là, ou n'est même pas arrivé dans cette zone-là. Après, ce n'est pas une question du fait que l'IFAB réglemente les choses à ce niveau-là, mais c'est au niveau de l'interprétation de l'arbitre. C'est-à-dire, il y a les lois, mais il y a également les interprétations. Et les esprits. Et puis, l'esprit de la loi, comme on le dit. Voilà. Comme on le dit, l'arbitre est le seul maître du terrain. C'est-à-dire, même s'il y a la loi, même si la VAR intervient, il est lui qui prend le dernier mot. Voilà, qui décide. La VAR aussi peut décider. Hein. Oui, mais on l'appelle, il vient. La VAR assiste. Il dit oui ou non. Des fois, dans ces situations, il y a plusieurs angles, par exemple. Donc, c'est par rapport également à l'angle que la VAR... Oui, on lui fait voir. La VAR assiste. La VAR peut montrer toutes les images. Mais c'est à lui de dire oui, j'accepte de signaler ou non. La VAR montre également des angles qui affectent les décisions des arbitres. On a vu la VAR montrer des mains flagrantes. Mais l'arbitre a interprété autrement. Mais l'arbitre dit non, que lui ne va pas siffler. Ouais. Mais je pense que après aussi c'est l'interprétation. Mais pour moi, ce qui se passe en Liga, je l'interprète autrement. Je pense que le FC Barcelone est en difficulté financière. Donc, pour moi. Oui. C'est aussi une manière de l'aider à... Faut pas tuer le football espagnol peut-être. Ça devient flagrant, ça devient récurrent. Après, je ne donne pas raison à la Liga. J'ai suivi ce match la dernière fois avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine parce que je ne comprends pas. Je me demande s'il y avait un arbitre sur ce match-là. Parce que moi-même étant directeur de match sur ce match-là, mais je ne ferais pas ce que ce monsieur a eu à faire. C'était trop flagrant. On parlerait, moi je pense derrière encore qu'il y a cette histoire de paris qui permettent aux gens de... Parce que le Barça devait gagner. Donc, logiquement. Oui. Donc, c'est difficile. Les erreurs se répètent, ça revient.
et sur les matchs du Barça, sur les matchs du Real, de l'Atlético. Mais maintenant, il faut aller fouiller. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce que ça, on parlait rapidement avant d'aller voir les Lamine auditeurs. Yamal qui dit, par exemple, que ce soit le Barça, l'Atlético ou encore le Real Madrid, ce sont des clubs qui ne doivent pas se plaindre pour les décisions arbitrales. Ça veut dire quelque part que ces trois grosses écuries de souvent la Liga sont avantagées. sont souvent avantagées. Après aussi, Pérez avait envoyé des flèches. Et donc, ça se retourne contre lui. On va aller voir les auditeurs maintenant. Question de l'auditeur. Vous voulez participer à ce débat, c'est le moment. Appelez-nous seulement sur le 97 20 86 26 ou le 92 03 131 et vous allez aussi participer à ce débat avec le Real, désormais dans la grande partie du tableau, c'est-à-dire qualifié pour les huitièmes de finale. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, c'est moi, Innocent le taximan. Innocent, Manchester est en difficulté. United et nos petits frères qui ont sombré, nous aussi nous avons, on est tombé dedans, et puis ce qui fait que, vous voyez, Latif, c'est-à-dire, c'est les blessés en cascade de cette équipe de Manchester United qui n'ont pas pu doubler les places, ou bien tripler les places, mais c'est un grand club, il y a l'argent, pourquoi ne pas chercher les joueurs? C'était un grand club. Ah ouais, non, ils sont toujours grand club. D'accord. Il y a maintenant l'argent, donc ils doivent doubler les places, même des triplettes qui vont rester dans le centre, et en cas de différence D'accord. de leur grand frère. Pour pouvoir, maintenant, il faut tout faire pour pouvoir vous maintenir, c'est important. Comme nous, Manchester United, il faut tout faire et il faut recruter de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. D'accord. Bon, je vous salue. Merci. Je vous salue. Et je salue à tous les taximans de garder la tête sur les épaules. Merci à vous, Innocent, le Mancunier. 92 0331 97 24 26 26. Le Barça est désormais leader de la Liga après sa victoire lundi dernier. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Coro de Kiawalavado. Coro, nous vous écoutons, Coro. C'est parce que c'est la fin du championnat que tout le monde a regardé un peu ce qui se passe à gauche et à droite. Souvenez-vous, au début du championnat, il y a eu des arbitrages qui ont favorisé Real Madrid. Donc, il faut maintenant favoriser le Barça, c'est ça? Ce n'est pas tout ça. J'ai dit c'est parce que c'est la fin du championnat que tout le monde veut regarder dedans. Et un petit chose, on trouve que bon. Il y avait des erreurs, oui ou pas? Coro? Oui. Il y avait des erreurs, oui ou pas? La dernière fois, le match de Barça? Oui. Oui, il y avait des erreurs. Ça, il faut reconnaître. Merci. Il y avait des erreurs. Merci à vous, Coro, depuis Agbalopedo, voilà, supporter numéro 1 du Barça au Togo. Allô? Oui, allô, Latif, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Faustin Pierre Frama. Faustin, Coro aussi s'appelle Faustin. Nous vous écoutons. Dans un coin du monde, il est souvent dit que quand Gaza va se réveiller, le monde va trembler. Oui. L'Afrique va trembler. C'est comme ça ils ont laissé le Real Madrid se réveiller. Et voilà. L'Europe tremble. Et l'Europe va trembler toujours. Latif, je vous lance le défi. Vous allez voir que à la fin de la saison, oui, le Real aura son 16e. D'accord. Ça, c'est bien à dire. D'accord. On a écrit. Aujourd'hui, c'est le 21 février. On a noté. Ok, d'accord. Merci à vous, Faustin. On va prendre le dernier. S'il est là, on le prend. Allô? Non, je ne suis pas dernier. Je suis l'aîné de ma famille. D'accord. Cogito, vous êtes le Benjamin de PFE, mais l'aîné de votre famille. Oui, on va aller rapidement, voilà. Très rapidement, je te salue, sans oublier mon rédacteur en chef. Oui, l'émir de PFE, voilà. Merci à vous, Cogito. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février. C'est l'anniversaire de quelqu'un qui a beaucoup fait pour cette émission. C'est bien sûr David Assimadi, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire.
c'est mon petit frère. Parce que moi, je suis né un 19, lui, il est né un 21. Donc, c'est moi le grand frère. Merci à vous, Nayo. Joyeux anniversaire à vous deux, tout le meilleur. Je salue bon week-end à Zonko Sename et également à David Diadio. Merci à vous, Franck. Oui, joyeux anniversaire à David Assimadi, joyeux anniversaire également à Latif. Pour moi, c'était mercredi. Il y a que quelques jours. Ouais. Donc voilà, excellent week-end à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses dans les coulisses. Merci, Vicente. Joyeux anniversaire à David, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Et Adela. D'accord. Joyeux anniversaire Latif, joyeux anniversaire à David Assimadi et puis Justin Agbevor également. Oui. Merci à Elom à devant pour la vidéo. Merci à Théo Ajavon. Bye bye.